Je vis seul dans une ferme, perdu au milieu de nulle part. C'est un endroit isolé, entouré de champs à perte de vue, où le silence règne en maître. Les seuls bruits que l'on entend sont ceux du vent qui souffle à travers les arbres ou le bêlement lointain des moutons. Cette solitude, je l'ai toujours appréciée. Elle me permet de m'immerger pleinement dans mon travail, loin du tumulte de la ville et des distractions du monde extérieur. Cependant, il y a quelques jours, quelque chose a brisé cette tranquillité. Ce matin-là, en sortant pour nourrir les animaux, j'ai remarqué des traces sur le sol, juste devant ma porte. Des empreintes de pas, nettes dans la terre humide. C'était étrange. Il n'avait pas plu récemment, et personne ne vient jamais ici sans prévenir. Les empreintes formaient un cercle autour de la maison, comme si quelqu'un avait tourné en rond pendant la nuit, s'arrêtant parfois aux fenêtres. J'ai d'abord pensé que c'était peut-être un animal, ou même un voisin farceur, bien que les fermes les plus proches soient à plusieurs kilomètres d'ici. Mais en regardant de plus près, quelque chose m'a mis mal à l'aise. Ces empreintes étaient humaines. Pas celles d'un animal, ni celles d'un enfant, mais bien de pieds nus, d'adultes. J'ai frissonné malgré moi. Je suis rentré à l'intérieur, essayant de me convaincre que ce n'était rien, qu'il devait y avoir une explication rationnelle. Mais au fond de moi, une inquiétude sourde a commencé à s'installer. Les jours suivants, les empreintes ont continué d'apparaître. Chaque matin, je les retrouvais autour de la maison, toujours dans le même schéma, toujours un cercle parfait qui entourait la ferme. Ce n'était pas juste une coïncidence. Cela devenait un rituel, comme si quelqu'un ou quelque chose observait la maison, calculant chacun de ses mouvements. Les empreintes étaient toujours fraîches, impossibles à ignorer. Elles commençaient à une bonne distance de la maison, puis se rapprochaient, lentement mais sûrement, chaque jour un peu plus près des murs. Ce qui me troublait le plus, c'était qu'elles s'arrêtaient toujours aux mêmes endroits, juste sous les fenêtres. J'imaginais quelqu'un, debout dans l'obscurité, regardant à l'intérieur, épiant mes moindres faits et gestes. J'ai commencé à me sentir observé, même en plein jour. Parfois, en m'occupant des champs, je jetais un coup d'œil rapide autour de moi, m'attendant presque à voir quelqu'un surgir des arbres ou des collines. Mais il n'y avait jamais personne, juste le vent et le silence oppressant de la campagne. La situation devenait insupportable. Chaque matin, ces empreintes étaient là, plus proches de la maison, plus menaçantes. Je savais que je ne pouvais plus ignorer ce qui se passait. J'ai donc décidé de prendre des mesures. J'ai d'abord renforcé les portes et les fenêtres. Des verrous supplémentaires, des planches clouées ici et là, tout ce qui pouvait empêcher quiconque ou quoi que ce soit d'entrer. Ensuite, j'ai installé des caméras autour de la ferme. Ce n'était pas facile dans un endroit aussi reculé, mais j'ai réussi à installer quelques dispositifs rudimentaires, espérant enfin capturer ce qui se passait la nuit. Les caméras étaient orientées vers les endroits où les empreintes apparaissaient le plus souvent, surtout près des fenêtres. Si quelqu'un se faufilait près de ma maison pendant que je dormais, cette fois, je le verrais. J'ai aussi acheté un chien, un berger robuste et vigilant. Il était censé monter la garde, détecter toute présence suspecte. Mais étrangement, même le chien semblait mal à l'aise. La première nuit où il a dormi dehors, je l'ai retrouvé le lendemain matin tremblant, refusant de s'éloigner de la porte. C'était comme s'il avait senti quelque chose que moi je ne pouvais pas voir. Malgré toutes ces précautions, les empreintes continuaient d'apparaître. Chaque matin, elles étaient là, plus proches que jamais. Et les caméras n'enregistraient rien. Pas un mouvement, pas une ombre. Comme si ce qui tournait autour de la maison n'était pas de ce monde, comme si cela défiait toute logique. Mon esprit commençait à se briser sous la pression. Je ne dormais presque plus, toujours aux aguets, attendant que quelque chose frappe enfin. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. J'étais tendu, à l'affût du moindre bruit, m'attendant à ce que quelque chose se passe. Le silence autour de la ferme était plus lourd que jamais, comme si la nuit elle-même retenait son souffle. Le chien restait tapi près de la porte, inquiet, grognant de temps en temps vers les fenêtres. Je ne pouvais plus supporter cette attente, cette terreur invisible qui semblait s'approcher chaque nuit. Puis, vers 3 heures du matin, je l'ai entendu. Une série de légers coups contre la fenêtre de ma chambre. 3 frappes, lentes, régulières,
comme si quelqu'un tapait avec les doigts contre le verre. Mon cœur s'est figé. La peur m'a submergé, me clouant au lit, incapable de bouger. Ce n'était pas le vent, ce n'était pas un animal. Quelqu'un ou quelque chose était là, juste derrière cette vitre, à quelques mètres de moi. Je ne pouvais pas ignorer le bruit. Chaque coup semblait résonner dans mon crâne, un rythme macabre qui me disait de me lever, de regarder. Mais la peur, elle était paralysante. Je me suis forcé à respirer lentement, à me lever malgré mes jambes tremblantes. Chaque pas vers la fenêtre était un calvaire. Je me sentais observé, comme si des yeux invisibles étaient fixés sur moi. Arrivé devant la fenêtre, j'ai pris une grande inspiration et d'un geste brusque, j'ai tiré le rideau. Rien. Le vide absolu. La lune éclairait faiblement les champs, mais il n'y avait personne dehors, juste ces empreintes, là, dans la terre, marquées clairement jusqu'à la fenêtre. Mon cœur battait à tout rompre, mais aucune silhouette ne se dessinait dans l'obscurité. Et pourtant, je sentais encore cette présence, comme si elle se tenait tout près, invisible, mais bien réelle. Après cette nuit, je savais que je ne pouvais plus rester. Quelque chose rôdait autour de ma ferme, quelque chose que je ne pouvais ni voir ni comprendre, mais qui me traquait, implacablement. Les empreintes étaient là, gravées dans la terre, chaque matin plus proches, plus menaçantes. Mais ce n'était plus seulement les empreintes. C'était cette sensation d'être constamment observé, même à l'intérieur de la maison, comme si les murs ne pouvaient plus me protéger. J'ai commencé à faire mes valises, décidé à quitter cet endroit. L'idée d'abandonner ma ferme me déchirait, mais je n'avais plus le choix. La dernière nuit, avant mon départ, je me suis assis sur le porche, observant la lune se lever au-dessus des champs. Il y avait un calme étrange, trop calme. Le chien était à mes pieds, grognant faiblement, les oreilles dressées, sentant que quelque chose clochait. Alors que je jetais un dernier regard vers la maison, un frisson glacé a parcouru ma colonne vertébrale. À l'orée des arbres, juste à la limite de la propriété, j'ai vu une silhouette. Indistincte, floue, mais indéniablement là. Elle se tenait immobile, me regardant. Je ne pouvais pas distinguer ses traits, mais je savais que c'était l'origine de tout cela. Cette chose, cette présence, m'avait suivi, m'avait traqué chaque nuit. Je n'ai pas attendu. J'ai pris le chien, et je suis monté dans ma voiture, quittant la ferme sans jamais regarder en arrière. Mais même en partant, une pensée me hantait. Cette chose m'avait laissé partir, pour le moment. Le lendemain, en route vers la ville, je n'ai pas pu m'empêcher de vérifier dans le rétroviseur. Et pendant un bref instant, j'ai cru apercevoir cette silhouette, lointaine, mais toujours là, à me suivre, prête à me retrouver où que j'aille. Cela fait maintenant 3 générations que ma famille s'occupe de cette ferme. Perdue au milieu des collines, entourée de champs à perte de vue, c'est un endroit que j'ai toujours considéré comme paisible, presque sacré. Je me souviens des premières lueurs de l'aube, quand le brouillard s'étendait sur les pâturages et que le silence était rompu uniquement par le bruit des sabots des chevaux et le mugissement lointain des vaches. C'était notre vie. Une routine simple mais rassurante. Chaque jour se ressemblait, et je crois que c'est ce que j'aimais le plus. Mon père, ma mère, ma sœur et moi, nous avions chacun nos tâches. Et malgré les longues journées de travail, il y avait toujours une sorte d'harmonie dans cette existence. Les animaux faisaient partie de cette harmonie. Nos vaches étaient dociles, habituées à entrer dans l'étable dès la tombée de la nuit, sans jamais rechigner. Quant aux chevaux, fiers et majestueux, ils galopaient librement dans leurs enclos, sans la moindre trace d'agitation. Mais, il y a quelques semaines, tout a commencé à changer. D'abord, ce fut subtil. Une hésitation, presque imperceptible, des vaches à entrer dans l'étable une fois le soleil couché. Puis, cette hésitation s'est transformée en refus. Chaque soir, il devenait plus difficile de les faire entrer, comme si elles sentaient quelque chose que nous ne pouvions pas voir. Mon père haussait les épaules, disant que c'était probablement à cause des premières fraîcheurs de l'automne, mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas ça. Les chevaux, eux aussi, ont commencé à se comporter de manière étrange. Ils se rassemblaient tous près de la clôture, les oreilles pointées vers la forêt, et fixaient un point invisible, immobile. Parfois, l'un d'eux se cabrait soudainement, comme pris de panique, alors qu'il n'y avait rien autour. Pas un bruit, pas une ombre.
Nous avons essayé de les calmer, de les rassurer, mais leur peur semblait venir de quelque chose de bien plus profond que tout ce que nous pouvions comprendre. Chaque soir, je sentais une tension grandissante dans l'air, comme si la nuit elle-même portait un secret que nous étions incapables de percevoir. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à ressentir ce malaise, cette sensation d'être observé sans jamais savoir d'où cela venait. Mais ce n'était que le début. La situation s'est rapidement aggravée. Les vaches, qui auparavant ne montraient qu'une légère réticence, refusaient désormais complètement de s'approcher de l'étable à la nuit tombée. Peu importe ce que mon père essayait, des appels doux, des gestes rassurants, rien ne les poussait à bouger. Elles restaient là, immobiles, les yeux écarquillés, comme si elles regardaient dans l'obscurité quelque chose que nous ne pouvions pas voir. Leur museau tremblait, et un sentiment de peur palpable semblait envahir l'air autour d'elles. Même mon père, pourtant peu enclin à céder à l'imagination, commençait à admettre qu'il se passait quelque chose d'anormal. Quant aux chevaux, leur comportement devenait de plus en plus inquiétant. Chaque soir, peu avant la tombée de la nuit, ils se rassemblaient près de la clôture, toujours au même endroit. Leurs yeux fixaient intensément ce point dans la pénombre, et leurs muscles tendus montraient à quel point ils étaient sur le qui-vive. Parfois, l'un d'eux hennissait brusquement, puis se cabrait, comme pris d'un accès de panique soudain, avant de retomber lourdement sur ses sabots. Ce comportement, si inhabituel, me glaçait le sang. Je me souviens d'une nuit particulièrement silencieuse, où j'ai décidé d'observer les chevaux plus longtemps. Accroupis derrière la vieille clôture de bois, je les voyais figés, le regard toujours rivé vers cette partie sombre de la forêt. Un souffle de vent glacé traversa soudain la plaine et j'ai ressenti un frisson étrange parcourir ma peau. À ce moment-là, l'un des chevaux, un grand étalon noir nommé Argo, s'est cabré avec une force si brutale que la clôture elle-même en a tremblé. Ses yeux semblaient fixer quelque chose juste au-delà du bois, quelque chose que je ne pouvais ni entendre ni voir. Un instant de pure terreur a traversé mes pensées. Mon père disait qu'ils étaient simplement nerveux à cause des changements de saison, mais je savais que c'était plus profond. Il y avait quelque chose dans l'obscurité, quelque chose que même nos animaux, pourtant si robustes et habitués à ces lieux, semblaient redouter. Une présence peut-être, ou une menace invisible qui pesait sur notre ferme. Je ne pouvais pas m'en défaire. Cette sensation grandissait en moi. Et elle allait bientôt se manifester de manière bien plus tangible. La tension atteignait son paroxysme lorsque, une nuit, nous avons été brutalement tirés de notre sommeil par les cris désespérés des animaux. C'était une cacophonie terrifiante, un mélange de beuglements et de hennissements si stridents qu'ils auraient pu réveiller les morts. Je me souviens avoir sauté de mon lit, le cœur battant à tout rompre, et avoir couru à travers la maison, les battements de mes pieds résonnant comme un tambour dans l'obscurité. En descendant les escaliers, j'aperçus mes parents déjà en train d'enfiler leurs bottes, leur visage pâle, illuminé par la lueur tremblotante d'une lampe de poche. Mon père m'ordonna de rester près de lui alors que nous sortions à l'extérieur. L'air frais de la nuit me frappa comme une douche glacée, mais cela ne pouvait rivaliser avec la peur qui régnait dans l'atmosphère. En arrivant aux écuries, le spectacle était horrifiant. Le gîte était en désordre, les portes fracassées, et les animaux paniqués se bousculant dans leurs enclos. Les vaches, au lieu de se regrouper comme d'habitude, étaient éparpillées, les yeux écarquillés, leurs flancs palpables de peur. Les chevaux se déplaçaient nerveusement, leurs sabots claquant sur le sol comme un tambour de guerre, chacun réagissant à une menace que nous ne pouvions voir. En scrutant la scène, mon regard se posa sur le sol. J'aperçus alors quelque chose qui me fit frissonner. Des marques de griffes profondes dans la terre, comme si une bête immense avait passé ses pattes là. Des traînées de sang parsemaient le sol, formant un contraste choquant avec la terre brune. Je ne pouvais pas croire ce que je voyais. D'où provenait tout ce sang? Qu'est-ce qui avait causé une telle frénésie chez nos animaux? Mon père s'approcha des marques, l'expression grave, tandis que ma mère se tenait près de moi, les bras croisés essayant de se réconforter. « Cela doit être un prédateur, un loup ou un ours, murmura-t-il, mais je pouvais voir dans ses yeux qu'il n'en était pas convaincu.
Ses griffes étaient bien trop grandes, trop profondes pour appartenir à un animal ordinaire. À cet instant, un cri retentit derrière nous. Argo, notre étalon noir, s'était détaché de son enclos et se tenait là, dressé sur ses pattes arrière, les yeux écarquillés, comme s'il voyait un spectre. Mon cœur s'arrêta un instant, et je réalisais que nous n'étions pas seuls. Quelque chose rôdait dans l'ombre, et nos animaux le savaient. Ils le ressentaient, et je commençais à comprendre que notre ferme, autrefois si accueillante, était devenue le théâtre d'une terreur que nous n'avions pas encore mesurée. Les jours qui suivirent furent marqués par une montée de l'angoisse palpable dans notre ferme. Chaque nuit, nous restions éveillés, surveillant le moindre bruit. Mes parents installèrent des lumières supplémentaires près des enclos et veillèrent à ce que les portes soient verrouillées. Cependant, malgré nos efforts, une présence étrange continuait d'emplir l'air, rendant chaque moment d'accalmie suspecte. Les nuits étaient désormais un véritable cauchemar. Les animaux ne s'apaisaient pas, et leurs cris résonnaient dans l'obscurité comme des appels désespérés. Nous avions pris l'habitude de faire des rondes régulières, scrutant les ombres qui dansaient sous les lampes. Mais, à chaque fois que nous croyions percevoir un mouvement furtif dans le lointain, il n'y avait rien. Juste le vide, et cette impression désagréable que nous étions épiés. Un soir, alors que je faisais ma ronde seule, j'aperçus une silhouette à l'orée de la forêt. Mon cœur s'emballa. J'avais déjà entendu des histoires de créatures tapies dans l'obscurité, mais celles-ci ne semblaient que des légendes, des récits de peur destinés à effrayer les enfants. Mais là, devant moi, quelque chose se dessinait, grand et sombre, presque imperceptible dans la nuit. Je déglutis difficilement, et un frisson d'effroi me parcourut l'échine. Je fis un pas en arrière, le souffle court, mais quelque chose me retint. C'était comme si un lien invisible m'attirait vers cette ombre. Je voulais fuir, mais mes jambes semblaient rivées au sol. C'est alors que je remarquai un léger mouvement. La silhouette se pencha, puis se redressa, comme si elle examinait le sol. Mon instinct me cria de partir, mais je me sentais piégé dans un cauchemar éveillé. Soudain, le cri d'Argo retentit à nouveau, plus perçant que jamais. Je sursautai et me retournai vers lui. Ses yeux brillaient dans l'obscurité, pleins de terreur, et il semblait m'appeler à l'aide. Dans un élan de panique, je courus vers l'écurie, ma main tremblante sur la clôture. À chaque pas, je ressentais la tension dans l'air, comme si la nuit elle-même retenait son souffle. Lorsque je rejoignis les autres, ils étaient rassemblés, murmurant avec inquiétude. Mon père me regarda avec une intensité que je n'avais jamais vue auparavant. « As-tu vu quelque chose ?» demanda-t-il, et à cet instant, je réalisais que l'angoisse dans son regard était bien plus profonde que la mienne. Ce n'était pas seulement notre sécurité qui était en jeu, mais quelque chose de plus ancien, de plus terrifiant, qui nous observait, attendant le bon moment pour frapper. Ce soir-là, alors que nous étions tous réunis, une question commença à hanter mon esprit. Quel était ce lien entre nos animaux et cette silhouette? Qu'est-ce qui avait perturbé l'ordre naturel de notre ferme? Une question résonnait de plus en plus fort dans ma tête. Et si ce que nous croyions être notre refuge était en réalité un piège? Cette nuit-là, le calme qui suivit notre réunion ne dura guère. Les cris des animaux avaient cessé, mais une tension étrange flottait dans l'air, plus lourde que jamais. Je ne pouvais pas fermer l'œil. Allongé dans mon lit, j'écoutais les bruits de la ferme, chaque craquement du bois, chaque souffle du vent, comme si la nuit elle-même me tenait en haleine, me mettant en garde contre ce qui était à venir. Soudain, un bruit éclatant me fit sursauter. Des cris stridents, plus perçants que tout ce que j'avais entendu auparavant, résonnaient dans la nuit. Je bondis hors de mon lit, mon cœur battant à tout rompre. Mes parents, alarmés, se précipitèrent à mes côtés, et nous courûmes ensemble vers les écuries. L'obscurité enveloppait tout, mais nous pouvions voir une lumière vacillante provenant des enclos. En arrivant sur les lieux, la scène qui s'offrait à nous était cauchemardesque. Le sol était couvert de sang, et les animaux, terrorisés, se heurtaient les uns aux autres dans une panique indescriptible. Mon père se précipita vers les vaches, tandis que ma mère et moi tentions d'apercevoir ce qui avait causé une telle frénésie. Mais alors que je cherchais désespérément un indice, je remarquai une silhouette à l'autre bout de l'enclos,
juste à la lisière de l'obscurité. Mon cœur se serra. « Papa là !» criai-je, pointant du doigt. Mais lorsqu'il se retourna, la silhouette avait disparu, fondue dans les ombres, comme si elle n'avait jamais existé. Mon père scrutait le noir, son visage marqué par l'inquiétude, mais il ne pouvait rien voir. Un froid glacial me saisit alors que je réalisais que cette nuit, quelque chose d'indicible nous observait, attendant un moment propice pour agir. Mon esprit se tourna vers les marques de griffes que nous avions vues précédemment. Il n'y avait plus de doute, ce n'était pas un simple prédateur. Ce qui hantait notre ferme était bien plus sinistre. Dans un élan de détermination, j'expliquai à ma famille ce que j'avais vu, cette silhouette se penchant sur le sol. La peur se lisait dans les yeux de mes parents, mais je sentais également une résilience grandissante. Nous devions comprendre ce qui se passait, même si cela impliquait de faire face à nos pires cauchemars. Nous passâmes le reste de la nuit à surveiller les enclos, bien décidés à rester vigilants. Leurs cris avaient cessé, mais une tension insupportable s'installait à chaque minute qui passait. Chaque bruit était scruté, chaque ombre analysée. La peur s'infiltrait dans nos veines, mais nous savions que nous devions affronter l'inconnu. Car si nous ne le faisions pas, ce mystère pourrait bien nous engloutir, nous et notre ferme. Et alors, à l'aube, un événement encore plus troublant se produisit. En inspectant le sol, nous trouvâmes des traces supplémentaires, des empreintes plus profondes que les précédentes, menant vers la forêt. La nature nous appelait, mais elle ne promettait rien de bon. La terreur qui nous enveloppait ne faisait qu'intensifier. Qu'allions-nous découvrir là-bas, dans les ténèbres? Nous avions enfin trouvé ce que nous cherchions depuis des mois. Une vieille ferme isolée, perdue au milieu de nulle part. Moi, je m'appelle Pedro, et avec Mariana, ma femme, nous avions décidé de quitter la ville. La pollution, le bruit constant, les voisins intrusifs, tout ça, c'était devenu insupportable. Cette ferme, avec ses vastes champs et son silence apaisant, semblait être l'endroit parfait pour recommencer à zéro. Le jour de notre arrivée, tout paraissait calme. Le vent faisait bruisser doucement les feuilles des arbres, et l'air avait une odeur de terre fraîche. La maison, bien que vieille, avait ce charme rustique que nous aimions. Nous avons passé la journée à déballer nos affaires, un peu épuisés mais heureux de cette nouvelle étape. Je me souviens du regard de Mariana. Un mélange de fatigue et d'excitation. La première nuit est tombée rapidement. Sans les bruits familiers de la ville, tout semblait incroyablement silencieux. Trop silencieux, même. On avait l'impression que la maison retenait son souffle. Vers 2 heures du matin, je me suis réveillé brusquement. Au début, je ne comprenais pas ce qui m'avait tiré de mon sommeil, mais il y avait cette sensation désagréable, comme si quelque chose clochait. Puis je l'ai entendu. Un murmure. Faible, presque imperceptible, venant de dehors. J'ai tendu l'oreille, croyant que c'était peut-être le vent, mais non. C'était d'autre chose. Des mots indistincts murmurés comme une prière ou un avertissement. Je me suis levé lentement, essayant de ne pas réveiller Mariana. Le parquet craquait sous mes pieds, ce qui me donna un frisson désagréable. Je me suis approché de la fenêtre du salon, tirant légèrement le rideau. La lune éclairait faiblement les champs qui s'étendaient à perte de vue. Au début, je ne voyais rien d'anormal, mais alors que mon regard balayait l'horizon, quelque chose bougea. Une ombre, rapide et silencieuse, entre 2 arbres au loin. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. J'ai ouvert un peu la fenêtre, espérant entendre mieux. Le murmure était toujours là, comme si quelqu'un parlait juste au-delà de la limite de ma compréhension. J'ai refermé la fenêtre précipitamment et suis retourné au lit. Mariana dormait profondément, ignorant tout ce qui se passait dehors. Allongé à ses côtés, je fixais le plafond, incapable de fermer l'œil. Je ne pouvais pas m'empêcher de repasser ces instants en boucle. Ce murmure, cette ombre, était-ce juste mon imagination? Peut-être que le déménagement m'avait plus stressé que je ne voulais l'admettre. Pourtant, une part de moi savait déjà que quelque chose n'allait pas. Je le sentais dans mes tripes. Ce n'était que la première nuit, et pourtant, l'air de la ferme me semblait déjà pesant, comme une présence invisible tapie dans l'ombre, attendant patiemment que nous baissions la garde. Le lendemain matin, je me suis levé avec cette sensation oppressante que la nuit précédente n'avait été qu'un avertissement.
J'ai gardé le silence, ne voulant pas inquiéter Mariana, mais elle aussi paraissait nerveuse. Ses yeux cerclés de fatigue trahissaient une mauvaise nuit. « Toi aussi t'as mal dormi ?» lui ai-je demandé en essayant de paraître détendu. Elle acquiesça, hésitante. « J'ai cru entendre quelque chose dehors, murmura-t-elle, comme des voix. » Son aveu me glaça. Elle avait entendu les mêmes murmures. Ce n'était donc pas seulement dans ma tête. Nous avons échangé un regard inquiet, mais aucun de nous n'osa approfondir la conversation. Nous avions à peine emménagé, et il était trop tôt pour céder à la panique. Dans l'après-midi, nous avons décidé de faire un saut au village le plus proche. Il fallait quelques provisions, mais surtout, j'avais besoin de réponses. À peine entrés dans le petit marché local, nous avons ressenti les regards pesants des habitants. Des murmures s'élevèrent entre eux dès qu'ils nous virent. Je me suis approché d'un vieil homme assis à l'entrée du magasin. Son visage ridé semblait marqué par le poids des ans, et son regard était dur. Je lui ai demandé ce qu'il savait sur notre ferme. Il a levé les yeux vers moi, lentement, comme s'il pesait ses mots. « Personne ne reste là-bas bien longtemps, dit-il d'une voix rauque. Mon estomac se noie. « Pourquoi » ai-je insisté. « Qu'est-ce qui s'est passé » Il haussa les épaules avec un soupir las. La dernière famille a disparu, comme les autres avant elle. Personne ne les a jamais revus. C'est la terre qui ne veut pas qu'on reste. Mariana et moi avons échangé un regard, mal à l'aise. Nous avons rapidement terminé nos courses et sommes retournés à la maison. Un poids invisible pesant sur nos épaules. À notre arrivée, un étrange détail attira mon attention. La porte de la grange, que j'avais fermée à clé, était entr'ouverte. Je me suis approché lentement, le cœur battant. À l'intérieur, rien ne semblait déplacé. Pourtant, une série de petites empreintes de pas marquait le sol terreux, s'arrêtant net au centre du bâtiment. Elles semblaient humaines, mais elles étaient trop petites, presque comme celles d'un enfant. Cette nuit-là, les murmures ont recommencé, plus forts cette fois et plus proches. Mariana et moi étions assis dans le salon, incapables de dormir, chaque fibre de notre être tendue. Je pouvais sentir son angoisse grandir, et la mienne aussi. Quand je suis allé vérifier dehors, j'ai vu quelque chose bouger au bord du champ. Une silhouette, immobile, nous observait depuis l'ombre des arbres. Mais dès que j'ai cligné des yeux, elle avait disparu. Je savais que ce n'était pas une coïncidence. Nous étions surveillés. Et ce qui que soit cette chose, elle attendait le bon moment pour se manifester pleinement. Le troisième jour, Mariana et moi étions à bout de nerfs. Le silence de la ferme, autrefois apaisant, était devenu oppressant, chaque son semblant dissimuler quelque chose de plus sombre. Les murmures nocturnes, les ombres dans les champs et surtout cette étrange impression d'être observé nous rongeaient. « On doit comprendre ce qui se passe ici », ai-je dit à Mariana. « On ne peut pas rester sans rien faire. » Elle acquiesça, visiblement aussi effrayée que moi, mais déterminée à trouver des réponses. Nous avons décidé de fouiller la maison de fond en comble, espérant découvrir quelque chose sur les anciens propriétaires ou l'histoire de la ferme. Dans le grenier, une trappe cachée sous une vieille moquette attira notre attention. Elle donnait sur un petit espace poussiéreux, à moitié effondré, où nous avons trouvé une boîte en métal rouillé, scellée par un vieux cadenas. Avec un marteau, j'ai réussi à l'ouvrir. À l'intérieur se trouvaient des photos jaunies, des lettres et un journal. Les photos montraient la famille qui vivait ici avant nous. Un couple avec 2 jeunes enfants souriant sur le porche de la maison. Mais plus nous avancions dans les images, plus les visages changeaient. Sur les dernières photos, ils semblaient épuisés, les yeux hantés. La dernière photo était particulièrement dérangeante. Elle montrait le père de famille, seul, debout devant la grange, regardant fixement l'objectif. Ses vêtements étaient couverts de boue, et son regard était vide. Nous avons ouvert le journal avec appréhension. Les premières pages racontaient une vie paisible, mais plus nous lisions, plus le ton devenait inquiétant. Le père écrivait que des murmures avaient commencé à se faire entendre la nuit. Il parlait de présence dans les champs et d'ombres qu'il voyait autour de la maison. Les dernières entrées étaient à peine lisibles, griffonnées à la hâte, comme s'il avait écrit sous l'emprise de la panique. Ils viennent chaque nuit. Ils murmurent nos noms. La terre les a réclamés, et bientôt elle me réclamera aussi.
Le journal se terminait abruptement, sans explication sur ce qui leur était arrivé. « Pedro, » murmura Mariana, la voix tremblante. « Regarde ça. » Elle me montra une des lettres trouvées dans la boîte. Elle était adressée à un certain Armand Lemoine et datait de plusieurs décennies. L'écriture était déformée, presque illisible, mais un mot revenait sans cesse. Malédiction. Nous avons fait des recherches rapides sur Internet avec les maigres indices que nous avions. C'est là que nous sommes tombés sur une légende locale. Une famille du nom de Lemoine aurait autrefois vécu sur ces terres. Ils étaient accusés de sorcellerie et auraient été exécutés par les villageois. Avant de mourir, ils auraient maudit la terre, jurant que quiconque tenterait de s'y établir connaîtrait un destin funeste. Je sentais mon estomac se nouer à chaque mot lu à voix haute. Tout cela commençait à faire sens. Les murmures, les disparitions des anciens occupants, les ombres dans les champs. Nous n'étions pas seuls ici. Et si la malédiction disait vrai, nous étions les prochains sur la liste. Mariana posa doucement le journal sur la table, les mains tremblantes. « Pedro, il faut partir d'ici. » Mais au fond de moi, je savais déjà que partir ne serait pas si simple. La terre elle-même semblait avoir un pouvoir sur ceux qui osaient y poser le pied. Et quelque chose me disait que nous étions déjà trop profondément pris dans ses griffes. Nous avons décidé de partir dès le lendemain matin, avant que les choses n'empirent. Cette nuit-là, nous étions trop angoissés pour dormir. Alors nous avons fait nos sacs et préparé la voiture, prêts à partir dès les premières lueurs du jour. Pourtant, une étrange sensation planait dans l'air, comme si la ferme elle-même sentait notre intention de fuir. Vers minuit, alors que nous étions assis dans le salon, le silence s'alourdit soudainement, si dense qu'il semblait étouffer tout son. Puis, les murmures commencèrent à nouveau, mais cette fois, ils n'étaient pas au loin, dans les champs. Ils étaient ici, avec nous, dans la maison. Mariana se crispa, agrippant mon bras. « Pedro, tu as entendu ça ?» J'acquiesçais, incapable de parler. Le murmure, sinistre et hypnotisant, répétait nos noms comme un appel irrésistible. Pedro. Mariana. C'était une voix ancienne, usée, qui semblait surgir des murs eux-mêmes. Sans réfléchir, je pris une lampe de poche et me dirigeai vers l'extérieur. Il fallait que je voie de mes propres yeux ce qui se passait. Mariana me suivit, malgré la peur qui la paralysait presque. Dès que nous avons franchi la porte, un frisson glacial nous enveloppa. L'air, auparavant calme, était devenu lourd et chargé d'électricité. Nous avons avancé à travers les champs, les faisceaux de nos lampes fouillant l'obscurité. C'est alors que nous les avons vus. Des silhouettes se tenaient immobiles entre les arbres, formant une ligne menaçante à la lisière de la forêt. Elles semblaient humaines, mais quelque chose n'allait pas. Leurs contours étaient flous, comme si elles appartenaient à un monde entre deux réalités. Mariana halta et je sentis sa main trembler dans la mienne. Les murmures devenaient de plus en plus forts, comme une prière macabre chantée par ces figures immobiles. Puis l'une d'elles fit un pas en avant, se détachant du groupe. C'était un homme au visage pâle et déformé, vêtu d'habits déchirés et couverts de boue. Je reconnus immédiatement ses traits. C'était le père de famille que nous avions vu sur les photos dans le journal. Ses yeux étaient éteints, sans vie, mais son regard était rivé sur nous. « Il faut partir, Pedro !» cria Mariana, la voix tremblante de panique. Nous avons tourné les talons et couru vers la maison, nos cœurs battant à tout rompre. Mais en atteignant la porte, nous avons réalisé que quelque chose d'encore plus effrayant nous attendait. La porte de la maison, que nous avions laissée entr'ouverte, était maintenant grande ouverte, et de l'intérieur s'élevait un chant sourd, presque religieux. Une dizaine de silhouettes identiques à celles que nous avions vues dans le champ se tenaient dans l'ombre du salon. Elles nous attendaient. Mariana étouffa un cri et nous nous sommes précipités vers la voiture. J'ai tourné la clé dans le contact, mais rien. Le moteur restait désespérément silencieux. À cet instant, nous avons compris que la ferme ne nous laisserait pas partir. Les murmures se rapprochaient et les silhouettes avançaient lentement vers nous, leurs voix se mêlant en une symphonie morbide. Il ne nous restait qu'une option, survivre jusqu'au lever du jour. Les heures suivantes furent les plus longues de ma vie. Mariana et moi étions barricadés dans la voiture, les portes verrouillées, mais nous savions que cela ne suffirait pas à nous protéger.
Les silhouettes continuaient d'avancer lentement, entourant le véhicule, leurs murmures s'amplifiant comme une litanie sans fin. Leur visage, bien que flou, reflétait une profonde tristesse, mêlée à une colère ancienne, inexorable. Mariana tremblait à mes côtés, ses yeux grands ouverts d'effroi. Chaque seconde passée dans cette attente semblait étirer le temps à l'infini. Le moteur refusait toujours de démarrer et la nuit paraissait éternelle. J'avais l'impression que la ferme jouait avec nous, que cette terre maudite se délectait de notre peur, comme si elle se nourrissait de nos âmes terrifiées. Puis, quelque chose d'inexplicable se produisit. À travers les murmures incessants, j'entendis une voix distincte, claire et différente. « Libérez-nous !» Je regardais Mariana. Elle aussi avait entendu. « Tu as entendu ça ?» ai-je murmuré. Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. Il y avait une supplique dans ses mots, comme si ces êtres piégés autour de nous n'étaient pas nos ennemis, mais des victimes. Peut-être étaient-ils les âmes des anciens habitants de la ferme, retenus ici par la malédiction, incapables de trouver la paix. Soudain, une intuition s'imposa à moi. Quelque chose dans cette maison devait être détruit pour briser le cycle. « Mariana, il faut retourner à l'intérieur », lui dis-je d'une voix déterminée. Elle me regarda comme si j'étais fou, mais elle savait, tout comme moi, que rester ici ne nous sauverait pas. Prenant une grande inspiration, nous avons quitté la voiture et couru en direction de la maison, les silhouettes nous suivant silencieusement. À l'intérieur, le chant lugubre résonnait encore, mais il semblait faiblir à mesure que nous nous approchions du salon. Là, au centre de la pièce, nous avons découvert une vieille boîte en bois, décorée de symboles étranges. Une énergie sombre émanait d'elle, comme si elle contenait l'essence de la malédiction. Sans hésiter, j'ai attrapé la boîte et l'ai jetée contre le mur avec toute ma force. Elle s'est brisée en 1000 morceaux, libérant un souffle glacial qui fit vaciller toutes les lumières. Les silhouettes autour de nous poussèrent un gémissement collectif, un mélange de soulagement et de douleur, avant de s'évaporer lentement, comme de la fumée emportée par le vent. Le silence qui suivit fut assourdissant. Plus aucun murmure, plus aucune ombre. La nuit semblait enfin apaisée, comme si la malédiction avait été levée. Mariana et moi sommes restés là, au milieu du salon, respirant lourdement, encore sous le choc de ce que nous venions de vivre. Les premiers rayons du soleil commençaient à percer à travers les fenêtres, inondant la pièce de lumière. Nous savions que nous avions survécu à quelque chose de terrifiant, mais la ferme garderait à jamais une part de son mystère. Sans un mot, nous avons pris nos affaires et quitté la propriété, laissant derrière nous la maison, les champs et les secrets enfouis dans cette terre maudite. Alors que nous roulions sur la route déserte, une pensée me traversa l'esprit. Peut-être que, d'une certaine manière, nous avions offert à ces âmes tourmentées la seule issue possible. Et peut-être qu'un jour, quelqu'un d'autre reviendrait ici, attiré par la beauté trompeuse de cette ferme isolée, sans jamais savoir ce qui s'y était vraiment passé. Je ne pensais pas que cette rénovation allait bouleverser ma vie. Le vieux grenier du domaine appartenait à ma famille depuis des générations, mais personne n'avait jamais pris la peine de le remettre en état. Il y avait quelque chose d'étrangement intimidant dans cet endroit, comme si les murs eux-mêmes avaient quelque chose à cacher. Pourtant, je me suis lancé. C'était une journée chaude, et l'odeur de bois pourri flottait dans l'air. En déplaçant des bottes de foin empilées contre un mur du fond, mes mains ont heurté quelque chose d'inattendu. Une porte en bois, vieille et craquelée, presque entièrement dissimulée sous des planches et des débris. Intrigué, je me suis demandé comment je ne l'avais jamais remarquée avant. Elle était petite, comme si elle avait été construite pour qu'on ne la trouve jamais. Je me suis agenouillé pour examiner la serrure. La clé avait disparu, mais le bois de la porte était si fragile qu'un coup sec a suffi à la faire céder. Un grincement aigu a résonné dans le silence du grenier, comme si la porte n'avait pas été ouverte depuis des décennies. L'air qui s'en échappa était lourd, chargé d'un mélange de poussière et d'humidité, avec une odeur rance difficile à décrire. La pièce derrière la porte était minuscule, à peine assez grande pour qu'un adulte puisse s'y tenir debout. J'ai allumé ma lampe de poche et balayé les lieux. Ce que j'ai vu m'a donné un frisson.
Des objets anciens étaient éparpillés sur le sol. Des photos jaunies montraient des visages que je ne reconnaissais pas. Il y avait des petites poupées faites de tissu, toutes usées par le temps, et des bougies fondues en tas informes. Mais ce qui m'a vraiment troublé, ce sont les ossements. Ils étaient petits, trop petits pour appartenir à des animaux de ferme. J'ai ressenti un pincement au creux de l'estomac, une intuition dérangeante que quelque chose n'allait pas. Pourtant, je me suis forcé à rester rationnel. Peut-être que ces os n'étaient rien de plus que des restes oubliés, vestiges d'un passé que personne ne voulait évoquer. Je suis resté là un moment, immobile, observant cette pièce hors du temps. Tout en moi me criait de refermer la porte et d'oublier ce que j'avais vu, mais une part de moi voulait comprendre. Pourquoi cette salle avait-elle été dissimulée, et surtout, à qui appartenaient ces objets? Le malaise grandissait en moi, alors j'ai décidé de quitter le grenier et de reprendre les travaux le lendemain. Pourtant, en refermant la porte, j'ai eu l'étrange impression que quelque chose restait en suspens, comme si je venais de déranger un secret ancien, quelque chose qui n'aurait jamais dû être découvert. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Allongé dans mon lit, je repassais en boucle la découverte de cette étrange pièce. Chaque détail revenait avec une clarté troublante. Les poupées déchirées, les photos jaunies, et surtout ces ossements. Ils étaient trop petits, trop sinistres. Je me disais que j'aurais dû laisser cette porte fermée, que certaines choses sont mieux enfouies dans l'oubli. Alors que je tentais de chasser ces pensées, un bruit sourd me fit sursauter. Un pas, puis un autre. C'était léger, mais distinct, comme si quelqu'un marchait doucement, juste au-dessus de ma tête, dans le grenier. Je me redressai aussitôt dans mon lit, le cœur battant à tout rompre. Peut-être un animal, un rat ou un chat sauvage. Je voulais y croire, mais quelque chose me disait que ce n'était pas ça. Je saisis ma lampe de poche et enfilai mes bottes. Le vent soufflait doucement à travers les planches du vieux mur de ma chambre, mais je pouvais toujours entendre ces bruits de pas. Ils étaient lents et réguliers, comme si quelqu'un ou quelque chose arpentait le grenier avec une précision méthodique. Avec la lampe serrée dans ma main, je sortis en direction du bâtiment. Les escaliers menant au grenier grinçaient sous mon poids, amplifiant le silence oppressant de la nuit. Arrivé en haut, j'ouvris la porte lentement, et la faible lumière de ma lampe balaya l'obscurité. Le grenier semblait vide. Pas un bruit, pas un mouvement, tout était à sa place, comme je l'avais laissé plus tôt. Alors que je faisais demi-tour pour redescendre, un frisson me parcourut l'échine. Une lumière vacillante s'alluma soudainement, quelque part dans le fond du grenier. Une vieille ampoule, suspendue par un fil, se balançait doucement. C'était impossible. L'électricité du grenier avait été coupée pour la rénovation. Le souffle court, je m'avançais lentement vers la lumière, le cœur battant à chaque pas. L'ampoule clignotait faiblement, comme si elle luttait pour rester allumée. Et puis, d'un seul coup, elle s'éteignit, me laissant seul dans le noir. Je restais figé, les mains tremblantes. Quelque chose n'allait pas, j'en étais certain. Ce n'était pas qu'une coïncidence. Il y avait quelque chose ici, avec moi, quelque chose que je ne pouvais ni voir ni comprendre. Et à ce moment précis, j'ai su qu'en ouvrant cette porte plus tôt dans la journée, j'avais libéré quelque chose. Quelque chose qui ne voulait pas être découvert. Les nuits suivantes, les choses empirèrent. Les bruits de pas ne se limitaient plus au grenier. Désormais, ils résonnaient autour du domaine. On aurait dit que quelque chose, ou quelqu'un, circulait librement entre le grenier et le reste de la propriété. Les portes du vieux bâtiment se mettaient à claquer violemment en pleine nuit, et le vent n'expliquait pas tout. Un matin, alors que je me dirigeais vers le celero pour nourrir les animaux, je remarquai des détails troublants. Des petits objets que j'avais rangés disparaissaient, comme des outils ou des seaux, pour réapparaître plus tard à des endroits inattendus. Mais le plus inquiétant fut ce que je trouvais sur le sol poussiéreux du grenier. Des empreintes. Elles étaient humaines, petites, presque comme celles d'un enfant, mais elles commençaient et s'arrêtaient brusquement, sans logique. Le malaise ne me quittait plus. Je sentais constamment une présence derrière moi, un poids invisible qui alourdissait l'air autour de moi. Il m'était
Impossible de rester seul dans le scélérat plus de quelques minutes sans ressentir ce regard inhumain sur ma nuque. Chaque fois que je me retournais, il n'y avait rien. Seulement le silence et l'ombre des poutres vieillies. Une nuit, alors que j'allais fermer le portail du scélérat, j'aperçus quelque chose du coin de l'œil. Une silhouette floue se dessinait près de la porte du grenier, à moitié dissimulée dans l'obscurité. Mon cœur se mit à battre à tout rompre. Je braquai ma lampe de poche vers l'ombre, mais elle avait disparu, comme si elle s'était fondue dans le noir. Désespéré de comprendre ce qui se passait, je retournai fouiller la petite pièce cachée. Peut-être avais-je raté quelque chose d'important. Mais lorsque j'ouvris à nouveau la porte, je trouvai la pièce sens dessus-dessous. Les objets antiques avaient été éparpillés et les os que j'avais soigneusement laissés à leur place avaient été déplacés et disposés en un étrange cercle au centre de la pièce. À ce moment-là, une certitude glaciale s'imposa à moi. Cette chose n'allait pas simplement disparaître. Plus j'essayais de comprendre, plus je la provoquais. Et elle devenait chaque jour plus audacieuse. Je commençais à perdre la notion du temps. Mes journées se transformaient en une série de nuits blanches, marquées par des cris de frayeur et des sursauts au moindre bruit. Les événements étranges se succédaient, chaque nuit apportant son lot d'angoisse et de terreur. Il semblait que quelque chose s'éveillait, s'intensifiant, prêt à frapper. Une nuit, alors que je m'étais enfin résigné à dormir, je fus brusquement réveillé par un bruit effroyable. Cela venait du grenier. Des bruits de grattement, de frottement et des murmures indistincts flottaient dans l'air. J'entendis des voix chuchoter, mais je ne comprenais pas leurs mots. C'était comme si une foule de fantômes se rassemblait pour me livrer un message que je ne pouvais saisir. Poussé par une force inexplicable, je me levai de mon lit et pris ma lampe de poche. Mes jambes tremblaient sous le poids de la peur, mais je ne pouvais plus ignorer les sons. Chaque pas que je faisais me semblait être un défi à la présence qui hantait le grenier. En montant les escaliers, je me répétais que tout cela n'était que le fruit de mon imagination. Mais je savais que ce n'était pas vrai. Arrivé au sommet, j'ouvris la porte du grenier et me retrouvai face à un spectacle terrifiant. La lumière vacillante s'était rallumée, projetant des ombres dansantes sur les murs. Je vis des objets se déplacer lentement, comme s'ils avaient une volonté propre. Mes outils, que j'avais soigneusement rangés, flottaient dans les airs, et un frisson glacial parcourut mon corps. Alors que je faisais un pas en avant, une présence invisible me frappa brutalement dans le dos, me projetant au sol. Je poussai un cri étouffé, mes mains cherchant désespérément à me relever. L'air était devenu lourd, presque suffocant, et je pouvais sentir une rage sombre se déverser sur moi, me frappant sans relâche. Dans ma panique, je me mis à crier, à demander qui était là. Mais ma voix ne portait pas, se perdant dans la noirceur oppressante. À ce moment, je réalisais que ce n'était pas juste un esprit ou un fantôme. C'était quelque chose de bien plus maléfique. Une entité avide de chaos, et j'avais libéré son courroux. Je tentais de fuir, mais une force puissante m'attrapa par les chevilles, m'immobilisant au sol. Je luttais contre cette emprise invisible, tandis que des rires étranges résonnaient autour de moi. C'était un rire de triomphe, comme si quelque chose se nourrissait de ma peur. À cet instant, je savais que j'étais piégé dans un cauchemar dont je ne pourrais peut-être jamais me réveiller. J'avais réussi à me libérer de cette emprise, mais ma fuite vers la sécurité du sol était tout sauf une victoire. Je tombais au bas des escaliers, le souffle court et le cœur battant à tout rompre. La nuit semblait plus sombre, plus oppressante que jamais. Je me précipitais vers la porte d'entrée, mais une terreur paralysante me bloqua. Cette chose qui m'avait attaqué, qui avait joué avec ma vie, était toujours là, tapie dans l'ombre. Je pris quelques secondes pour rassembler mes pensées, pour tenter de rationaliser l'irréel. Qu'est-ce que j'avais découvert dans cette pièce cachée? Des ossements, des objets anciens. Quel genre de malédiction avais-je réveillé? Mon esprit bouillonnait, mais la peur sourde me chuchotait que je n'avais plus le temps de réfléchir. Je décidai de retourner dans le grenier, mais cette fois avec un plan. J'allais trouver un moyen de confronter cette entité, de comprendre ce qu'elle voulait. Je me munis d'une vieille caméra, pensant que l'enregistrement pourrait me protéger comme une sorte de bouclier contre l'invisible.
Armé de courage et de ma lampe de poche, je montais à nouveau les escaliers. La porte du grenier était entr'ouverte, une invitation macabre. En poussant la porte, je découvris une scène encore plus troublante. Des objets que j'avais laissés en place étaient désormais disposés en un cercle complexe sur le sol. Une tension palpable flottait dans l'air et l'ampoule clignotait avec une intensité inquiétante. Je posai la caméra au centre de ce cercle, la pointe vers moi, et je commençais à parler, déterminé à me faire entendre. « Je sais que tu es là. Je ne suis pas là pour te nuire, mais je veux comprendre ce que tu veux. Qui es-tu? Que s'est-il passé ici ?» Soudain, le bruit des pas résonna à nouveau, plus fort cette fois, comme un tambour battant dans le silence. Je sentais la pièce vibrer sous cette force. Des voix chuchotaient de plus en plus distinctes, formant un chœur de lamentation et de désespoir. Je reculais, horrifié, mes pensées tourbillonnant dans un mélange de peur et de curiosité. Mais alors, une ombre surgit devant moi, plus dense que le noir environnant, se matérialisant dans le halo de lumière de ma lampe. Je ne pouvais pas voir son visage, mais je sentais une colère, une douleur infinie se déverser sur moi. En une fraction de seconde, cette ombre me sauta dessus, me projetant contre le mur, me laissant à peine le temps de crier. L'impact fut brutal. Tout devint noir. Et dans cette obscurité, je compris que j'étais devenu la proie de cette entité. Une dernière pensée traversa mon esprit. Je n'avais pas seulement libéré un esprit, mais un souvenir longtemps refoulé, une souffrance accumulée qui ne demanderait qu'à être vengeresse. Je travaillais à la ferme depuis quelques mois déjà, perdu au milieu de nulle part. Le paysage, d'abord apaisant, avait fini par devenir monotone, presque étouffant. Chaque jour se ressemblait. Les mêmes tâches, les mêmes bruits du vent soufflant à travers les champs, le silence seulement brisé par les bêlements des moutons. C'était une vie simple, mais cela me convenait. Jusqu'à ce que je découvre le premier cadavre. C'était une matinée brumeuse, l'air froid me piquait le visage tandis que j'approchais du pâturage. Je savais immédiatement que quelque chose n'allait pas. Le troupeau semblait agité, les bêtes restaient à distance, comme si elles fuyaient quelque chose. C'est là que je l'ai vue, étendue au sol. Une brebis, immobile, ses flancs lacérés. Les marques de morsure étaient profondes, irrégulières, et des lambeaux de chair pendaient de son abdomen. J'ai pensé à un loup, peut-être une meute qui serait descendue des collines. Ça n'aurait pas été la première fois, après tout. Mais en m'approchant, j'ai remarqué autre chose, quelque chose d'étrange. La façon dont le corps de l'animal était positionné. Ce n'était pas naturel. La tête était tournée dans un angle impossible, et les pattes avant semblaient avoir été disposées volontairement, comme si quelqu'un ou quelque chose avait pris le temps de les arranger. Un frisson glacé m'a parcouru l'échine, mais je me suis forcé à chasser ces pensées absurdes. Ce n'était qu'un animal, rien de plus. Cependant, les jours suivants, les attaques se sont intensifiées. D'autres moutons ont été retrouvés morts, toujours dans des positions étranges, parfois empilés les uns sur les autres, formant des motifs que je ne comprenais pas. À chaque nouvelle découverte, mon malaise grandissait. Ce n'était plus simplement une question de prédateurs sauvages. Il y avait quelque chose de plus sombre, quelque chose qui ne se contentait pas de tuer pour se nourrir. Les jours ont passé, et avec eux, le sentiment oppressant d'être surveillé n'a fait que croître. La ferme, autrefois si tranquille malgré son isolement, semblait désormais chargée d'une présence lourde, palpable. Chaque nuit, des bruits étranges résonnaient à l'extérieur. Ce n'étaient pas les simples cris nocturnes des animaux sauvages auxquels je m'étais habitué, mais plutôt des sons plus inquiétants, un grondement sourd, comme un souffle rauque, et parfois des grattements persistants, toujours près de la lisière de la forêt. Je me suis dit que c'était peut-être les loups, rôdant autour du pâturage à la recherche d'une proie facile. Mais un matin, alors que je faisais ma ronde habituelle, j'ai découvert des empreintes dans la boue près de l'enclos. Elles étaient énormes, bien plus grandes que ce que j'aurais imaginé pour un loup. Les traces étaient allongées, comme celles d'une créature qui marcherait à moitié redressée, et elles laissaient une marque profonde, témoignant d'un poids considérable. Mais le plus troublant était leur forme. Elles ne ressemblaient à rien de connu, ni à une patte d'animal, ni à un pied humain. Les nuits suivantes,
le sentiment de malaise s'est intensifié. À certains moments, je me réveillais en sursaut, persuadé d'avoir entendu un craquement de branches sous la fenêtre de ma chambre. Parfois, en sortant le matin, je trouvais des choses déplacées. Une barrière entr'ouverte, un outil tombé au sol, ou même les animaux regroupés de façon inhabituelle, comme s'ils s'étaient réfugiés ensemble par peur. Les moutons, d'ordinaire bruyants et curieux, semblaient désormais nerveux, presque silencieux. Un soir, alors que j'étais dehors à vérifier les clôtures, j'ai senti ce regard sur moi. Ce n'était pas une simple impression. C'était comme un poids, une présence qui m'observait depuis les ténèbres de la forêt. J'ai braqué ma lampe de poche vers les arbres, mais tout ce que j'ai vu, c'était l'obscurité qui semblait s'épaissir là où le faisceau lumineux ne pouvait pénétrer. À ce moment-là, j'ai compris que je n'étais plus seul à la ferme. Quelque chose était là, tapi dans l'ombre, et cela attendait son moment. La décision de monter la garde n'a pas été facile à prendre, mais je savais que je ne pouvais plus rester les bras croisés. Les morts s'accumulaient, et l'angoisse me rongeait. J'ai donc pris la vieille espingarde que le propriétaire de la ferme gardait dans le débarras, vérifié qu'elle était chargée, et me suis installé près du pâturage, bien à l'abri derrière un tas de foin. De là, j'avais une vue dégagée sur les champs et sur la lisière sombre de la forêt. Les premières heures ont été interminables. Le froid de la nuit s'infiltrait dans mes vêtements, et le silence pesant était seulement brisé par le bruissement du vent dans les herbes hautes. Mes yeux scrutaient l'obscurité, à l'affût du moindre mouvement, tandis que mes mains agrippaient fermement le fusil. À plusieurs reprises, j'ai cru apercevoir des ombres furtives parmi les arbres, mais à chaque fois, il ne s'agissait que d'un jeu de lumière ou d'un mouvement de branches. Puis, aux alentours de minuit, quelque chose a changé. Une odeur étrange a envahi l'air, une sorte de mélange rance de terre mouillée et de chair pourrie. J'ai ressenti un frisson intense, et avant même de la voir, j'ai su que ça approchait. C'est alors que je l'ai aperçue, une silhouette émergeant lentement des ténèbres de la forêt. Elle était grande, bien plus grande qu'un homme, et son corps maigre semblait se tordre à chaque pas. Sa peau, d'une pâleur cadavérique, luisait sous la lumière de la lune, et ses bras anormalement longs pendaient presque jusqu'au sol. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Je restais figé, incapable de bouger, comme si mes membres avaient été soudainement pétrifiés par la peur. La créature s'est avancée lentement vers les carcasses des moutons, et c'est à ce moment-là que j'ai remarqué ses yeux. Deux orbes jaunes, lumineux, qui semblaient sonder l'obscurité, comme s'ils cherchaient quelque chose. Puis, avec une lenteur presque cérémoniale, elle a commencé à déplacer les cadavres, les arrangeant avec une précision inquiétante, comme si elle réalisait un rituel obscur, dont je ne pouvais saisir le sens. Je savais que je devais faire quelque chose, mais le simple fait de penser à bouger me semblait insurmontable. J'ai essayé de lever le fusil, mais mes bras refusaient d'obéir, et tout ce que je pouvais faire, c'était observer, paralysé par l'effroi, cette créature qui n'avait rien de naturel. Alors que je luttais pour reprendre le contrôle de mes muscles, la créature releva soudainement la tête, comme si elle avait perçu ma présence. Ses yeux jaunes perçants se tournèrent lentement dans ma direction, et j'eus l'impression qu'elle pouvait voir à travers moi, comme si j'étais un simple spectateur dans son monde. Elle émit un son étrange, un sifflement aigu, presque douloureux à entendre, qui sembla pénétrer mes os et glacer mon sang. À cet instant, je sus que ce que j'avais devant moi n'était pas seulement une bête prédatrice. Il y avait une intelligence, quelque chose de profondément maléfique dans sa façon de bouger, de regarder, de réarranger les corps avec une précision presque humaine. La créature fit alors un pas dans ma direction, ses longs bras se balançant doucement à ses côtés. Chaque mouvement était délibéré, contrôlé, comme si elle savourait la terreur qu'elle suscitait. Mon instinct me criait de fuir, de m'enfoncer dans les champs et de ne jamais revenir. Mais mon corps restait cloué sur place, incapable de réagir. C'est alors qu'elle s'arrêta brusquement à quelques mètres seulement de moi et inclina la tête de manière grotesque, comme un prédateur curieux de sa proie. Son visage, à peine discernable dans l'obscurité, n'avait rien de vraiment humain.
C'était comme si les traits avaient été étirés, déformés, les orbites creusées, accentuant encore plus l'éclat surnaturel de ses yeux. Dans un ultime effort de volonté, j'ai réussi à lever le fusil et à viser la créature. Mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à maintenir l'arme droite. Je retenais mon souffle, le doigt sur la détente, prêt à tirer. Mais avant que je ne puisse presser la gâchette, la créature poussa un autre sifflement, plus fort cette fois, un cri qui semblait résonner dans toute la vallée, et d'un bond prodigieux, elle disparut dans les ténèbres de la forêt. Je restais là, pantelant, les yeux fixés sur l'endroit où elle s'était volatilisée, mon corps toujours parcouru de frissons. Le silence qui suivit fut plus lourd et oppressant que tout ce que j'avais connu jusqu'alors. J'avais l'impression que le monde lui-même retenait son souffle, comme si cette chose n'avait pas vraiment disparu, mais qu'elle m'observait toujours, cachée dans les ombres, attendant son moment pour revenir. Après cette nuit terrifiante, j'étais convaincu que je ne pouvais plus rester à la ferme. Chaque bruit, chaque mouvement dans l'obscurité me ramenait à l'image de cette créature aux yeux jaunes et à ses gestes presque humains. Mais malgré ma peur, une partie de moi savait que partir ne suffirait pas. Où que j'aille, l'image de cette chose me hantrait. Je devais comprendre ce qui se passait, mettre fin à cette terreur avant qu'elle ne m'engloutisse totalement. Le lendemain, je décidai d'explorer la forêt d'où la créature était sortie. C'était une folie, je le savais, mais c'était comme si quelque chose m'y poussait, une force invisible m'attirant toujours plus profondément entre les arbres. Au fur et à mesure que je m'enfonçais dans les bois, l'air semblait se faire plus lourd et l'obscurité plus dense. Il régnait un silence oppressant, interrompu uniquement par le craquement de mes pas sur les branches mortes. Puis je suis tombé sur une clairière, une zone dégagée où l'herbe était étrangement flétrie, comme brûlée. Au centre, il y avait un monticule de pierres, grossièrement empilées les unes sur les autres, formant une sorte de cairn ancien. Tout autour, les restes d'animaux s'entassaient, certains encore frais, d'autres réduits à des os blanchis. Les corps étaient disposés selon un schéma complexe, comme si chaque emplacement avait une signification particulière. En observant de plus près, je vis des symboles gravés sur les pierres, des marques que je ne reconnaissais pas, mais qui dégageaient une aura de malveillance palpable. Alors que je me tenais là, fasciné et horrifié à la fois, une sensation de froid intense envahit mes membres. J'entendis à nouveau ce sifflement aigu, le même cri que la créature avait émis avant de disparaître. Mon instinct me cria de fuir, mais il était déjà trop tard. Des mouvements rapides à la périphérie de ma vision me firent tourner la tête, et je vis plusieurs silhouettes émerger des bois, toutes aussi grandes et décharnées que celles que j'avais rencontrées. Elles semblaient m'entourer, se rapprochant lentement, comme des ombres venues me réclamer. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Il ne s'agissait pas simplement d'une créature solitaire. C'était un culte, un ancien rite qui se répétait depuis des générations, un pacte scellé avec quelque chose de bien plus ancien et maléfique que ce que mon esprit pouvait concevoir. Et maintenant, j'étais devenu une part de ce rituel. Nous venions tout juste de nous installer dans cette vieille ferme, située au bout d'un chemin de terre, loin de toute civilisation. C'était exactement ce que nous avions cherché. Un endroit isolé, entouré de collines et de forêts, où nous pourrions enfin échapper au bruit et au stress de la ville. La maison en elle-même avait un charme rustique, avec ses poutres apparentes et son vaste terrain où paissaient déjà quelques animaux que nous avions achetés. Tout semblait parfait, du moins jusqu'à ce que nous rencontrions nos voisins. Ceux-ci habitaient à plusieurs kilomètres, des fermiers eux aussi, et nous les avions croisés pour la première fois au marché local. Après quelques échanges polis, ils nous avaient donné un conseil qui, à mes yeux, ressemblait davantage à un avertissement. Ne restez jamais dehors après le coucher du soleil, nous avait dit l'un d'eux, le regard grave. Le vent, il transporte quelque chose de mauvais. J'avais échangé un regard amusé avec mon conjoint, et nous avions ri doucement après leur départ. Évidemment, nous avions déjà entendu des histoires de superstitions à la campagne. Mais de là à croire que le vent puisse être porteur de malheur, cela nous paraissait absurde.
Nous avions passé toute notre vie dans un environnement où de telles légendes n'étaient que des fables racontées aux enfants pour les effrayer. Pourtant, ce qui m'avait frappé, c'était l'expression de sérieux absolu sur le visage de cet homme. Il ne semblait pas plaisanter. De retour à la ferme, j'avais mentionné ce qu'il nous avait dit à quelques reprises, en plaisantant sur le fait que nous devrions peut-être rentrer les animaux plus tôt, au cas où. Mais au fond, je n'y croyais pas du tout. La première semaine s'était déroulée sans le moindre incident. Le vent soufflait à travers les arbres comme il le fait partout ailleurs. Et je me disais que ces histoires locales n'étaient vraiment rien d'autre que des contes à dormir debout. Les semaines suivantes, nous avons continué à mener notre vie normalement, ignorant complètement les avertissements des voisins. Les journées étaient longues et fatigantes, entre l'entretien des champs et le soin des animaux, et chaque soir, nous nous retrouvions à l'intérieur de la maison, éreintés mais satisfaits de notre nouvelle vie. Tout semblait si tranquille, si paisible, que les paroles du vieil homme avaient presque disparu de ma mémoire. C'est alors qu'une nuit, alors que je fermais les volets, j'ai entendu un son étrange, porté par une rafale de vent plus forte que d'habitude. C'était comme un gémissement lointain, à peine audible, mais suffisamment distinct pour me faire hésiter un instant. Je suis resté immobile, les oreilles tendues, essayant de capter à nouveau ce son. Mais tout ce que j'entendais, c'était le bruissement des feuilles et le cri d'un hibou au loin. Je me suis dit que j'avais dû imaginer ce bruit, sans doute un animal sauvage dans les bois, ou le résultat de ma fatigue. Les nuits suivantes, le vent s'est mis à souffler plus régulièrement, et chaque fois, j'entendais ce même gémissement, parfois accompagné d'une sorte de rire étouffé. Ces bruits semblaient venir de toutes les directions à la fois, comme s'ils tourbillonnaient autour de la ferme, se mêlant aux rafales. Pourtant, je n'y prêtais pas vraiment attention. J'ai simplement pensé qu'il s'agissait des sons naturels de la campagne, amplifiés par l'obscurité et le silence de la nuit. Mon conjoint, lui, ne semblait pas les remarquer, ou du moins, il ne m'en parlait pas. Alors, je n'ai pas jugé nécessaire de partager mes inquiétudes. Après tout, je ne voulais pas paraître superstitieux, encore moins donner l'impression que les histoires des voisins m'avaient impressionné. Cependant, au fond de moi, une étrange sensation commençait à s'installer, une impression sourde que quelque chose n'allait pas, que ces sons étaient plus qu'un simple caprice du vent. Malgré cela, nous avons continué à vivre comme si de rien n'était, laissant les fenêtres ouvertes les soirs plus chauds et sortant parfois sur le porche pour profiter de la fraîcheur de la nuit. Nous n'avions pas peur, pas encore. Au fil des jours, les sons sont devenus de plus en plus présents, comme s'ils se rapprochaient à chaque nuit qui passait. Le gémissement qui n'était autrefois qu'un murmure lointain semblait désormais retentir tout près de la maison, presque à nos fenêtres. Le rire étouffé, que j'avais au départ pris pour un simple bruit du vent, s'intensifiait, devenant de plus en plus distinct. C'était un rire étrange, inhumain, qui résonnait dans l'air avec une tonalité grinçante, évoquant une sorte de moquerie malveillante. À chaque fois que le vent soufflait avec force, ces sons semblaient s'amplifier, comme s'ils étaient portés directement jusqu'à nous. Les animaux de la ferme, habituellement calmes, avaient commencé à montrer des signes de nervosité. Les poules refusaient de sortir de leur enclos en fin de journée, et le chien, d'ordinaire si enjoué, restait à l'intérieur dès que le crépuscule tombait, les oreilles dressées et le regard fixé sur la porte d'entrée. Il grognait parfois, un son grave et menaçant, comme s'il sentait quelque chose que nous, humains, ne pouvions percevoir. Malgré tout, nous continuions à nous dire que ce n'était rien, que nous n'avions pas à nous inquiéter. Peut-être que la fatigue commençait à nous jouer des tours, ou peut-être que ces sons n'étaient que le produit de notre imagination. Pourtant, un soir, alors que le vent soufflait plus fort que jamais, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Les bruits semblaient suivre un rythme, un schéma. Ils apparaissaient toujours au moment où le vent atteignait son paroxysme, comme s'ils en étaient une partie intégrante, une voix dissimulée dans son souffle. J'ai commencé à ressentir une sorte de malaise, une sensation oppressante qui m'étreignait chaque fois que la nuit tombait. C'était comme si l'obscurité elle-même pesait plus lourdement, comme si quelque chose d'invisible rôdait autour de la ferme,
attendant que nous fassions un faux pas. Pourtant, même face à cette angoisse grandissante, nous n'avons pas changé nos habitudes. Nous étions encore sceptiques, encore persuadés que tout cela n'était que le fruit du hasard. Mais une partie de moi commençait à douter. Une nuit, alors qu'une tempête menaçait à l'horizon, le vent s'est mis à hurler avec une intensité que je n'avais jamais connue. Les volets claquaient contre les murs de la maison et les fenêtres tremblaient sous la pression des rafales. Je m'étais installé dans le salon avec un livre, essayant de me concentrer sur les mots, mais les sons extérieurs devenaient de plus en plus intrusifs. Les gémissements, désormais impossibles à ignorer, s'étaient mêlés à la fureur du vent, créant une cacophonie terrifiante qui me faisait frissonner. À un moment donné, alors que je tournais une page, j'ai entendu un bruit distinct, comme un coup violent, suivi de gémissements qui semblaient provenir de tout près de la maison. Mon cœur s'est mis à battre plus vite, une peur sourde s'installant dans ma poitrine. J'ai regardé par la fenêtre, mais tout ce que je pouvais voir, c'était l'obscurité. La tempête rendait tout presque indistinct. C'est alors que j'ai remarqué le chien, collé contre la porte, les poils hérissés, grognant de manière insistante, les yeux rivés sur l'entrée. Puis, j'ai entendu un autre bruit, plus fort cette fois-ci, comme si quelque chose ou quelqu'un essayait d'ouvrir la porte. Le son des griffes sur le bois était terrifiant, chaque grattement semblant résonner dans le silence oppressant de la nuit. Mon conjoint, attiré par le bruit, est venu dans le salon, le regard inquiet. « Qu'est-ce qui se passe ?» a-t-il demandé, mais avant que je puisse répondre, un coup violent a retenti contre la porte d'entrée, suivi d'un autre, plus fort encore. La peur m'a submergé. Je me suis précipité vers la porte, le cœur battant, en fermant à clé tout ce qui pouvait l'être. Les fenêtres, déjà tirées, étaient barricadées, mais la sensation d'être piégé à l'intérieur de cette maison me tordait l'estomac. Le rire moqueur que nous avions entendu auparavant était désormais devenu une symphonie de cris, de gémissements et de rires désincarnés qui pénétraient dans chaque recoin de la pièce. « Qu'est-ce qui se passe ?» a de nouveau demandé mon conjoint, sa voix tremblante trahissant son inquiétude. Avant que je puisse lui répondre, quelque chose a frappé de nouveau la porte, cette fois avec une force telle qu'elle a fait vibrer les murs. Mon regard s'est posé sur la porte, figé, alors que je réalisais que ce n'était pas simplement le vent. Quelque chose ou quelqu'un cherchait réellement à entrer. Le temps semblait s'arrêter alors que le bruit continuait, comme un battement de cœur, répétitif et implacable. La peur s'installait et je savais que la nuit n'était pas encore terminée. Je ne savais plus quoi penser. L'atmosphère était devenue irrespirable, une tension palpable imprégnant chaque centimètre de la maison. Les coups à la porte se faisaient de plus en plus insistants, un appel désespéré et menaçant qui semblait résonner avec une sorte de frénésie. Mon conjoint et moi nous regardions, le visage blême partagé entre la peur et le besoin de comprendre ce qui se passait. Je savais qu'il fallait que nous fassions quelque chose. Mais quoi? Nous avons décidé d'appeler la police, mais notre téléphone ne répondait pas. Le réseau était tombé, comme si cette tempête s'était nourrie de notre connexion au monde extérieur. Chaque battement de mon cœur était amplifié par l'angoisse, et j'avais l'impression que quelque chose de maléfique se tapissait dans l'ombre, attendant le moment opportun pour frapper. Soudain, les fenêtres ont commencé à trembler, et je pouvais entendre le bruit de quelque chose gratter à leur surface, comme si un être invisible essayait d'y pénétrer. Le rire que nous avions entendu auparavant était devenu plus clair, plus horrifiant. C'était une moquerie, un écho d'une souffrance ancienne qui semblait vouloir s'immiscer dans notre réalité. Je réalisais à cet instant que le vent n'était pas simplement un phénomène naturel, il était porteur de quelque chose de bien plus sombre. Je me suis tourné vers mon conjoint, déterminé à affronter notre terreur. « Nous devons sortir d'ici », ai-je dit, bien que ma voix tremble. Mais à peine avais-je prononcé ces mots que la porte a été projetée violemment contre le mur, laissant entrer un courant d'air glacial et chargé d'une énergie maléfique. Nous étions paralysés, figés dans la peur alors qu'une silhouette indistincte se dessinait à l'entrée. Une ombre, plus sombre que la nuit, se tenait là, un sourire tordu sur le visage.
Avant même que nous puissions crier, quelque chose a éclaté en nous. Une terreur indescriptible, comme si nous avions ouvert la porte à tous nos pires cauchemars. La pièce s'est remplie de cris, et je savais que nous devions faire face à ce qui se tenait devant nous. Quelque chose d'ancien, d'horrible, avait profité de notre méfiance et s'était glissé dans notre vie. Ce n'était pas juste le vent. C'était un appel à la destruction. Et dans l'obscurité, nous comprenions enfin que nous avions ignoré les avertissements. Et maintenant, il était trop tard. Salut tout le monde, j'espère que vous avez kiffé les histoires d'aujourd'hui. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Dites-moi en commentaire quelle histoire vous avez préférée ou ce qui vous a le plus marqué. J'adore savoir ce que vous en pensez. Et avant de partir, n'oubliez pas de jeter un œil aux vidéos qui apparaissent à l'écran. Vous allez sûrement adorer. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.